Salut à tous, ici Yoni le marchand de biens. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est un petit peu particulière, il faut bien que je vous l'avoue, parce que en fait aujourd'hui, pour vous situer un petit peu, on est jeudi. Nous avons acheté la maison dont je vais vous parler maintenant lundi et nous la revendons demain. Donc j'avais, autant vous dire, une fenêtre extrêmement étroite pour vous faire cette vidéo. Donc vous voyez, les conditions météo sont pas idéales, il y a un petit peu de bruit dans le fond. J'espère que ça passera bien quand même. Mais voilà, je voulais vous faire cette vidéo le temps où nous détenons cette maison qui encore une fois va être de 4 jours. Donc je vais vous raconter un petit peu de quel type d'opération il s'agit. Il s'agit d'une opération de division foncière, donc une opération de division de terrain. Vous allez voir un petit peu des images de la maison, de l'environnement. Donc on est à peu près à 40 minutes, 30-40 minutes de Lyon. C'est une maison qui était en relativement bon état, implantée sur un grand terrain. Donc commencez peut-être à comprendre que je suis assez friand de ce type d'opération, des divisions foncières. Effectivement, c'est des opérations qui, en général, si elles sont bien menées, sont relativement simples, peuvent rapporter gros et il y a relativement peu de risques et peu de suivi après la vente. Donc, effectivement, ce sont des opérations que j'aime pas mal. Alors, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ce bien, une des questions qui reviennent le plus souvent, c'est où est-ce que tu trouves tes biens, comment tu fais, tu as du réseau, et pour toi c'est facile parce que tu connais des notaires, des agents immobiliers, ça fait des années que tu travailles avec eux, et ils t'envoient des biens intéressants. Sachez que ce bien, comme 80% des opérations que nous réalisons, on l'a trouvé sur le Bon Coin ou Se Loger. Enfin bref, c'était une petite annonce. Ça veut dire que c'était disponible pour le grand public et qu'il n'y a pas besoin d'être le plus grand marchand de biens de la région parisienne pour le trouver. Ça, il suffit juste de se bouger, d'éplucher les annonces tous les jours, de savoir ce que vous recherchez, de connaître les prix du marché et d'être surtout super réactif le jour où une annonce se profile. Dès qu'on l'a vu, on a vu que c'était une bonne opportunité, donc on a fait notre offre. Bien entendu, on avait vérifié au niveau du plan local d'urbanisme, c'est-à-dire du règlement d'urbanisme, que le projet que nous souhaitions mettre en place était possible, était légal et était permis donc par le règlement d'urbanisme de la commune. Notre offre a été acceptée et on a commencé à avancer. Alors, commencer à avancer, c'est-à-dire que on a signé un compromis avec la personne, donc avec la vendeuse, et nous sommes allés prendre rendez-vous avec la mairie pour nous renseigner sur ce qu'il était possible de faire ou pas faire, puisque si vous suivez un petit peu mon travail, vous avez déjà vu l'explication selon laquelle, même si parfois le règlement d'urbanisme autorise certaines divisions, de fait, la mairie peut ne pas forcément vouloir du projet et donc même si c'est permis par le règlement, vous ne pourrez pas le faire. Donc nous sommes allés demander la validation du projet auprès de l'adjoint à l'urbanisme. Alors je ne vous cache pas qu'à la base on voulait détacher 2 terrains. L'adjoint à l'urbanisme n'a pas été d'accord, même si rien ne s'y opposait dans le règlement. Il n'a pas été d'accord, mais nous on essayait de travailler de façon en bonne intelligence avec les mairies. Donc on est parti sur une division, un détachement d'un seul terrain. Ça restait bien entendu intéressant avec un seul terrain, sinon on aurait ou renégocié ou abandonné le projet. Donc quand on est allé voir la mairie, il nous a validé la division pour un lot, encore une fois pour un lot à bâtir, et par contre il nous a demandé, alors ça c'est la première chose, il nous a demandé de créer des cuves de rétention pour les eaux pluviales. Donc non seulement pour le terrain à bâtir, donc ce serait une injonction pour la personne qui allait acheter le terrain à bâtir, elle devrait automatiquement placer une cuve de rétention, et même pour la maison existante. Alors, c'est plus ou moins un petit peu de l'abus de pouvoir de demander de faire des choses comme ça sur de l'existant, mais en fait, là, ils disent, vous allez déposer une demande d'urbanisme, donc nous, on va en profiter pour vous demander de vous mettre en conformité au niveau du traitement des eaux pluviales. Alors, c'est quoi cette histoire de cuve de rétention? Je fais juste une petite parenthèse pour la culture générale. Il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, et les eaux usées et les eaux pluviales étaient rejetées dans les mêmes réseaux. Donc ça partait au même endroit, donc ça veut dire que les stations d'épuration se retrouvent à retraiter 30 ou 40% d'eau qui en fait est de l'eau à la base qui est propre puisque c'est de l'eau pluviale. Et maintenant, de plus en plus, les réseaux d'eau pluviale et les réseaux d'eau usée sont dissociés. Et donc, on demande, lorsqu'il y a une nouvelle construction, de dissocier les eaux pluviales et les eaux usées. Maintenant, dans certaines communes, dans certains secteurs géographiques, vous pouvez avoir une terre dont la nature est peu perméable en fait. C'est-à-dire que c'est par exemple le cas sur des terrains rocailleux ou argileux, ce qui est le cas ici, on a une terre assez argileuse.
Et donc les eaux pluviales pénètrent relativement peu et donc on vous demande de créer une cuve de rétention. Donc une cuve de rétention, c'est une cuve qui peut faire 3000, 5000, 6000 litres en fonction du dimensionnement de la maison et qui en fait va retenir les eaux pluviales, va faire tampon entre la maison et le réseau d'eau pluviale, le réseau d'eau publique, et qui va en fait stocker les eaux pluviales lorsqu'il y a des grosses précipitations et qui va laisser les eaux pluviales s'écouler tout doucement dans le réseau d'eau publique. C'est pour éviter que le réseau ne sature très rapidement. Je referme la parenthèse. Donc immédiatement après avoir eu la validation du projet par la commune, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc nommé un géomètre pour qu'il vienne faire la division et on a lancé la commercialisation. Alors ici, on a fait quelque chose de très simple, c'est-à-dire que la maison, on a décidé de la revendre en l'état. Tout simplement de ne rien faire, parce qu'on constate de plus en plus sur beaucoup de secteurs qui sont assez demandés que eh bien, ça ne sert strictement à rien de faire des travaux parce qu'on ne gagne pas ou très peu d'argent. C'est-à-dire que par exemple, si un bien peut se vendre 300 000 sans travaux, on sait qu'il y a 50 000 de travaux, on sait qu'on pourra le revendre 370 000 une fois les travaux faits. Pour nous, c'est pas intéressant de se galérer à faire les travaux, à suivre le chantier et tout ce que ça implique, à immobiliser de la trésorerie pendant des mois pour gagner 20 000 euros brut. C'est pas très intéressant, on préfère gagner un petit peu moins mais que ça aille vite et puis moins se prendre la tête. Ça c'est un choix personnel. Alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent aussi, qui me posent la question sur le type d'opération. Quel type d'opération choisir? Est-ce qu'il vaut mieux faire de la rénovation, c'est-à-dire acheter des biens pourris comme des apparts et des maisons un peu pourries et les retaper, les revendre, rénover? Est-ce qu'il vaut mieux faire des opérations de division de maison, de division d'immeubles ou de division foncière comme l'opération dont je vous parle aujourd'hui? Eh bien, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment en fonction de 1, vos compétences, ce que vous savez faire, et numéro 2, de ce que vous aimez faire. Parce que si vous lancez une activité d'achat-revente, si vous lancez dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, c'est peut-être pour faire des choses différentes de ce dont vous avez l'habitude, et peut-être que vous n'avez pas envie de vous emmerder avec des opérations qui ne vous intéressent pas. Nous, je sais que les opérations de rénovation, on essaye de limiter le plus possible parce qu'on n'aime pas que ça traîne, on n'aime pas venir sur les chantiers, suivre les artisans pendant des mois et voir s'ils n'ont pas fait de boulettes. Donc on essaie d'aller le plus possible sur des opérations relativement simples comme celle-ci. Mais voilà, ça n'engage que moi. C'est pas forcément une réponse universelle. Il y a peut-être des gens que les opérations de division foncière n'intéressent absolument pas. Auquel cas, eh bien, partez plutôt sur des divisions de bâti ou sur de la rénovation. Donc une fois que le géomètre a lancé les procédures pour la division, nous tout de suite ce qu'on a fait, tout de suite on recommercialise, on ne perd pas de temps, ce qui nous permet encore une fois de faire ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire d'acheter début de semaine et de revendre fin de semaine. Alors parfois on arrive même à acheter et revendre le jour même, c'est pas toujours possible, ne serait-ce qu'à cause des agendas des notaires. Mais voilà, il faut essayer, comme je vous l'ai dit, de garder les biens en votre possession le moins longtemps possible parce que ça vous fait de la trésorerie dehors, ça vous fait des frais de banque. Donc revendre le plus vite possible, c'est très important. On a trouvé des acquéreurs immédiatement pour la maison au prix. Alors ils ont essayé de faire une offre un petit peu en dessous du prix, mais comme on était en tout début de commercialisation et qu'on était assez sûr de la valeur de ce bien, on a dit non, on ne baisse pas le prix pour l'instant, qu'ils remontent leur offre. Ils ont remonté leur offre, ils ont acheté au prix. Quelques semaines plus tard, on a trouvé des acquéreurs pour le terrain. Alors pour ce qui est de la revente, pour la maison c'est simple, on signe une promesse de vente avec les futurs acquéreurs, ils ont leur délai pour demander leur prêt, enfin leur financement, etc. Et après on peut revendre assez facilement et assez rapidement. Ce qui nous permet encore une fois de revendre la maison quelques jours après l'avoir achetée. En ce qui concerne le terrain, parfois c'est un petit peu plus compliqué, puisque le futur acquéreur, enfin notre futur acquéreur, lui a posé une condition de permis de construire, parce que s'il a acheté un terrain, c'est pas pour y faire pousser des pommes de terre, mais pour y faire construire une maison. Donc lui pose une condition de permis de construire. Cette condition de permis de construire, on avait pu l'inclure nous aussi dans nos conditions suspensives, c'est-à-dire qu'on a mis en condition suspensive la validation d'un permis de construire. Comme ça a un petit peu traîné, je vais vous expliquer pourquoi, et qu'on n'a pas eu, on est arrivé au terme en fait du compromis, on a dû signer même si l'histoire du permis de construire à côté n'était pas validée. Maintenant, pourquoi ça a pris du temps? Eh bien parce que ici on est en périmètre ABF, en zone protégée, périmètre des bâtiments de France. Il faut savoir que lorsque n'importe où en France il y a un bâtiment protégé ou classé, dans le périmètre de 500 mètres autour du bien en question, eh bien toutes les autorisations d'urbanisme qui vont être déposées auprès de la commune vont être soumises à l'avis des architectes des bâtiments de France. C'est-à-dire qu'ils vont regarder par exemple que vous n'alliez pas faire une maison bleue avec des volets roulants blancs juste en face d'une église du XIIe siècle. Donc c'est plutôt pas mal en termes de préservation du patrimoine.
Par contre, le gros inconvénient lorsqu'on fait des opérations comme ça, eh bien, c'est que ça nous retarde énormément. En la matière, si vous tombez sur un projet, si vous voulez réaliser un projet qui est en périmètre ABF, eh bien, prévoyez toujours des bons délais. Donc là, c'est ce qu'on a fait mettre dans le compromis, des très longs délais entre le moment où on a signé le compromis et le moment où on a réitéré, c'est-à-dire le moment où on a acheté. Prévoyez les délais les plus larges possibles, c'est comme ça que vous pourrez vous protéger un maximum. D'ailleurs, ici, on a bien fait de prendre des délais très larges dans la mesure où la première fois qu'on a déposé le permis de construire pour la maison, eh bien celui-ci a été refusé. Et c'est vraiment dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Donc il y en a encore qui vont me dire « Ah Yoni, t'as été grossier ». Oui, je sais, désolé, mais là franchement ça fout les boules parce que moi je leur avais envoyé un avant-projet aux ABF pour validation ou pas. C'est-à-dire je leur ai dit voilà plus ou moins ce qui va être fait sur ce terrain, est-ce que c'est bon, est-ce que vous avez des observations, des modifications que vous aimeriez qu'on fasse. Ils n'ont même pas pris la peine de me répondre, je les ai relancés 3, 4, 5 fois, ils m'ont jamais répondu. Et quand le permis de construire a été déposé donc, par les acquéreurs du terrain, eh bien, tout simplement, au bout de 2 mois, hop, ils ont refusé le permis. Donc nous, on s'est pris derrière 3 mois de délai supplémentaire. C'était le petit coup de gueule contre les ABF. Cette parenthèse étant refermée, je continue. Donc les 2 points qui auraient pu nous poser problème sur ce chantier, c'est la question de la cuve de rétention pour la maison et la question des ABF. Alors pour les ABF, comment on l'a traité? On l'a traité en mettant des délais très très longs dans le compromis d'achat qui nous concernait. Donc on avait mis pas loin de 10 mois entre le compromis et sa réitération. Et pour ce qui est de la cuve de rétention, eh bien, on n'a pas eu le temps de faire les travaux avant que notre acquéreur ne rachète la maison. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a dit qu'on payerait le terrassier qui mettrait ça en place et que ça serait fait plus tard. Petite curiosité également, lorsque le géomètre a commencé à se renseigner sur ce terrain, il a vu que ce terrain empiétait sur l'espace public, bon, un tout petit bout, et que l'espace public empiétait sur l'espace privé de cette maison. Alors ça fait partie des petites curiosités qui, pendant 20, 30 ans, personne ne s'en occupe, tout le monde s'en fout, ça gêne personne, parce que c'était vraiment des petites bandes de terrain. Sauf que quand vous voulez faire une transaction, eh bien ça pose des problèmes, et malheureusement c'est à vous le professionnel de les résoudre si vous ne voulez pas que ça vous retombe dessus quelques années après. Donc là on a conclu avec la commune qu'on allait faire un échange standard de parcelles, qu'ils allaient récupérer leurs morceaux et qu'on allait récupérer le nôtre. Ça aussi on n'a pas eu le temps de le faire avant la revente de la maison, donc on a conclu avec nos acquéreurs qui étaient plutôt cool, que ce serait eux qui feraient cet échange. Mais si on était tombé sur des acheteurs un petit peu emmerdants, eh bien ils n'auraient peut-être pas accepté, ils auraient pu voilà, nous faire traîner ou alors nous faire un petit peu payer des pénalités, des choses comme ça. Donc c'est extrêmement important de trouver des acquéreurs qui soient aussi sympas, qui soient compréhensifs et qui vous laissent, voilà, qui vous laissent le temps de faire ce qui doit être fait. Ici, on a eu la chance de tomber sur des acquéreurs qui sont vraiment sympas et au niveau de la maison et au niveau du terrain. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je ne le répéterai jamais assez. Essayez autant que faire se peut de sélectionner vos acquéreurs. Ça va vous faire gagner un temps et une énergie complètement fou. Avant de vous donner les chiffres précis, le bilan de cette opération, je vous rappelle que si vous souhaitez mettre en place des opérations comme ça, si vous voulez apprendre comment le faire, eh bien, je propose des formations dédiées aux personnes qui veulent se lancer dans l'activité de marchand de biens, dans l'activité d'achat-revente. Donc je vous invite à aller sur mon site dont le lien se trouvera juste en dessous de cette vidéo, si vous souhaitez en savoir plus. Maintenant, on va passer aux chiffres. Donc pour l'achat de cette maison, on est à 339 000 €. Frais d'agence inclus. Là-dessus, on a approximativement, bon alors j'arrondis un petit peu certains chiffres pour simplifier, on a approximativement 8 000 € de frais de notaire. Pourquoi uniquement 8 000, vous me direz? Bien parce qu'on est en marchand bien, donc on bénéficie des frais de notaire réduits. On a dû également débourser 5 000 € de terrassier pour l'installation de la cuve de rétention. Là-dessus, on a également 3 500 € de frais de géomètre et approximativement 2 000 € de frais de banque. Donc on est sur un prix d'acquisition plus tous les frais à 357 500 €. Maintenant pour ce qui est des recettes. Donc la maison, on l'a revendue 299 000 €, frais d'agence inclus, 290 000 € net vendeur. Donc là aussi, il y en a qui me demandent est-ce qu'on travaille avec des agences, pas avec des agences pour les achats, pour les reventes. Ben, ça dépend. Là, en la matière, on avait eu un bon feeling avec l'agent immobilier. Donc, on a choisi de lui redonner la maison à la commercialisation aussi dans l'espoir que, bien, dans le futur, eh bien, elle nous renvoie l'ascenseur en nous proposant des biens. Donc, on est sur un total de 429 000 € de recettes, soit un bénéfice ou une marge brute, vous savez que j'aime bien parler en termes de marge brute, de 91 500 €.
Mais attention, on a ici un terrain à bâtir et comme certains d'entre vous le savent déjà, lorsqu'on revend un terrain à bâtir, eh bien, il peut y avoir ou de la TVA sur l'intégralité du prix ou de la TVA sur marge. Et il y a des petites techniques pour ne pas payer de la TVA sur l'intégralité du prix. Donc là, on a appliqué la stratégie, pas secrète, mais un petit peu, pour ne payer que de la TVA sur marge. Donc on va avoir à peu près 6 000 € de TVA sur marge à payer. Donc on va se retrouver avec un bénéfice, donc une marge brute, après avoir réglé la TVA, d'environ 85 000 €. Alors 85 000 €, c'est, je pense que vous serez d'accord avec moi, une très belle marge sur bien sûr un montant investi de 350 000 à peu près, surtout que c'est une opération extrêmement facile, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de choses à faire, la maison s'est revendue très vite, le terrain s'est revendu très vite, c'était pas compliqué, ça nous a demandé, allez, entre 20 et 30 heures de boulot. Donc c'est une opération qui a été très vite réalisée, très peu de frais de banque et qui rapporte 85 000 € de bénéfices à l'exercice de la société. Donc c'est une très belle opération. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo. Je voulais vous donner déjà le bilan chiffré, puis un exemple d'opération relativement simple que vous pouvez mettre en place si vous avez les connaissances nécessaires. Alors vous avez vu, c'est pas très complexe, mais par contre attention sur ce type d'opération, il peut y avoir des pièges. Alors ça peut être des pièges techniques comme l'histoire de la cuve de rétention ou de l'empiètement mutuel des terrains, et puis y avoir aussi des pièges fiscaux comme l'histoire de la TVA ou de la TVA sur marge. Donc là il faut faire très attention, ça peut être très lucratif, mais ça peut aussi vite tourner au vinaigre si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Donc c'est comme toujours dans l'immobilier, ça peut rapporter gros, comme on parle de gros chiffres, mais ça peut aussi assez vite votre marge peut assez vite dégringoler dans la mesure où on parle de gros chiffres et où il y a plein de tout petits paramètres à maîtriser. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à payer votre like juste en dessous de la vidéo, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je remercie ceux qui prennent la peine de me remercier pour les vidéos, c'est vraiment cool. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je traite, s'il y a des questions qui ne sont pas claires par rapport à cette vidéo ou d'autres, eh bien n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao!